toute l'histoire de l'Allemagne pour s'endormir. Il est tard, les lumières se font douces et nous avançons à pas lents vers un paysage de rives et de forêts. L'air est frais, la brume se pose sur les prairies et au loin, une cloche sonne comme un souffle régulier. Imagine des rivières larges, le Rhin, l'Elbe et le Danube qui roulent leur eau depuis les montagnes jusqu'aux plaines, sans hâte. Des villages se serrent autour d'une place, des toits sombres, une rivière qui brille sous la lune, une sente de pierre qui traverse un pont. Les pas résonnent doucement, et nous savons que derrière chaque porte il y a des gestes simples, du pain qui lève, un livre ouvert, une flamme qui veille. La nuit accueille les histoires, et nous allons laisser l'histoire de ce pays se dérouler comme un courant tranquille, où chaque remous a sa raison d'être. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ces histoires de se raconter calmement te plaisent, pense à t'abonner et à laisser un like. Dis-moi en commentaire d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. Merci. Nous allons suivre un long chemin. D'abord les premières traces humaines, les outils polis, les feux près des grottes et des berges. Puis les mondes celtes, les peuples dits germaniques et la frontière romaine, avec ses routes de pierre et ses camps alignés. Nous traverserons le Moyen-Âge avec ses monastères, ses foires, la Hanse et les villes libres où les cloches réglèrent la vie. Nous regarderons la réforme et les changements de croyances, les longues guerres et les reconstructions patientes. Nous verrons naître des universités, des musiques, des machines, des rails, l'unité politique et ses débats. Nous passerons par les heures sombres du XXe siècle, la dictature, les persécutions, la guerre et le travail de mémoire. Puis viendront les deux États d'après 1945, les gestes du quotidien à l'Est et à l'Ouest, les changements sociaux, la chute d'un mur et la réunification. Enfin, nous entrerons dans le présent, avec sa démocratie, ses institutions, ses paysages protégés, son industrie et ses arts, et surtout, le fil paisible des vies ordinaires. Pas à pas, sans brusquerie, nous comprendrons comment ce territoire s'est façonné, et pourquoi tant de pierres, de rivières et de mots continuent d'y parler encore. Au fil d'âges très anciens, bien avant les villes et les clochers, des groupes humains suivent les cours d'eau à la recherche d'abris et de nourriture. Les jours sont rythmés par la lumière, la pluie, la neige qui se retire peu à peu des plaines et par les pas patients d'animaux sur les crêtes. On taille des outils dans le silex, on façonne des pointes, on entretient le feu comme on veille un trésor. Les grottes du Jura Souabe, les vallées bordées de hêtres offrent des refuges où les mains laissent des marques discrètes, des figurines, des flûtes en os qui imitent le vent. Dans ces moments simples, l'important n'est pas un nom ou une date, mais le geste qui relie les jours, se chauffer, partager, protéger. Peu à peu, le climat se réchauffe et les forêts gagnent du terrain. Les rivières, comme des routes d'eau, guident les déplacements. On récolte des baies, on pêche, on suit les migrations des troupeaux. Puis, avec lenteur, arrivent d'autres façons de vivre. Des groupes s'installent plus longtemps au même endroit, dressent des abris plus solides, observent la terre et ses cycles. La pierre polie remplace parfois l'éclat tranchant du silex brut. Les outils deviennent plus précis, plus adaptés à couper, creuser, lisser. L'eau, la pierre et le bois deviennent de fidèles compagnons. Avant de labourer de grands champs, on apprend à apprivoiser des plantes et des animaux. Les premiers enclos apparaissent près des rives, là où l'on peut abreuver un petit troupeau. Les gestes restent modestes, porter de l'eau, réparer un toit, fumer du poisson. Mais ces gestes, répétés, changent le tissu du quotidien. Un foyer fixe permet de tisser des liens plus durables, d'échanger avec des voisins, de transmettre autrement. Ce sont de petits pas, mais ils orientent longtemps la marche. Les voies d'eau servent d'axe d'échange. On troque de la pierre dure contre de l'ambre, on apprend des techniques de poterie, on partage des motifs et des idées. Les villages restent petits, mais la mémoire s'allonge. On enterre les morts non loin des maisons, on trace des cercles de bois ou de terre pour marquer le sacré. La nuit, les récits murmurent l'origine des choses, et ces récits, en retour, donnent sens au travail du jour. C'est souvent ainsi que naissent les premières institutions. Un lieu commun, une règle de partage,
un rituel pour traverser les saisons. Peu à peu, la métallurgie arrive. Le cuivre puis le bronze se laissent tous couler en formes utiles, hache, couteau, parure. Chaque objet garde la mémoire de la main qui l'a coulé et du feu qui l'a dompté. Avec ces outils, on défriche un peu plus, on construit plus droit, on voyage un peu plus loin. Les villages se connectent comme des perles sur le fil des rivières. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la régularité. Une batteuse de cordes, un potier, un passeur sur une barque. Cela nous montre une chose simple. L'histoire se tisse par des usages. En choisissant de rester, d'échanger, de produire ensemble, les communautés fixent des repères. Des règles naissent pour décider quand semer, comment répartir l'eau, comment régler un conflit. Ces cadres, discrets mais solides, annoncent tout ce qui viendra. Des villes, des marchés, des lois. Avant de monter des cathédrales, il a fallu apprendre à aligner des pieux, à poser des pierres dans l'argile, à faire confiance aux voisins. Dans la lenteur de ces commencements, nous entendons déjà la cloche lointaine d'une société plus vaste. Lorsque le fer devient courant, de nouvelles formes de vie se répandent sur les collines et les vallées. Des communautés que nous appelons celtes occupent de larges domaines d'Europe centrale et occidentale, avec des oppidas perchés, des artisans habiles, des échanges vers le sud. Les routes du sel, de l'étain et de l'ambre relient ces hauteurs aux rives lointaines. Des parures, des épées, des chaudrons circulent, mais circulent aussi des idées, manières de compter, de mesurer, de célébrer. Les forêts restent profondes, les clairières s'ouvrent comme des îles de lumière où l'on plante, moissonne, forge. Au nord et à l'est, d'autres groupes se forment, que les sources romaines appelleront plus tard germaniques. Le mot est large et recouvre des villages dispersés, des dialectes proches, des coutumes qui se ressemblent sans être identiques. Les maisons longues se rangent le long d'un ruisseau, la fumée sort par des toits de chaume, les champs alternent avec les prés. On se réunit parfois en assemblée où les voix comptent et où l'autorité doit convaincre. Les chefs sont suivis s'ils protègent, s'ils partagent, s'ils respectent la règle commune. C'est une politique de proximité, tissée de promesses et de gestes visibles. La vie quotidienne reste le cœur du tableau. On file la laine, on travaille le bois, on garde les troupeaux à l'orée des bois. Les saisons décident du rythme, semer, sarcler, récolter, faucher, fendre du bois avant l'hiver. Dans certaines clairières, des sanctuaires de bois se dressent, simples, marqués par des poteaux et des offrandes. Les récits parlent des ancêtres, de la forêt qui protège et inquiète, des eaux qui relient les vivants. Les noms d'aujourd'hui n'existent pas encore, mais les gestes, eux, durent. Les échanges avec le monde méditerranéen s'intensifient à mesure que les routes se sécurisent. Le vin arrive parfois dans des amphores, les perles de verre surprennent par leur éclat. En retour, les fourrures, l'ambre, le bétail et des produits du fer partent vers le sud. Cela apporte des objets nouveaux, mais aussi des comparaisons. Ici, les règles ne sont pas écrites sur de la pierre, elles se rappellent dans les assemblées. Ici, la frontière n'est pas une ligne nette, mais un espace mêlé, une lisière de forêts et de marais où l'on apprend la prudence. Peu à peu, des confédérations se dessinent. Elles ne sont pas fixes, elles se font et se défont selon les hivers, les alliances, les besoins. La force ne suffit pas, il faut aussi de la parole, du don, du respect des coutumes. Ces regroupements protègent les chemins et les marchés, garantissent un passage sûr, fixent l'amende en cas de litige. Derrière des mots simples, on voit naître des institutions, des formes de justice, des règles de partage, des obligations qui traversent les familles. Ce tissu social donnera, plus tard, des bases à d'autres pouvoirs. Enfin, notons ce que ces siècles nous apprennent. L'identité se construit au contact des voisins. Les Celtes, les groupes du Nord et de l'Est, les marchands venus de loin, tous composent un paysage humain où l'on s'observe et l'on s'influence. Les croyances se répondent, les outils circulent, les mots passent d'une rive à l'autre. Cela compte parce que, quand arrivera la puissance romaine, cet espace aura déjà ses habitudes, ses repères,
son sens de la communauté. Comme une rivière qui a déjà tracé son lit, la société saura tantôt céder, tantôt se détourner, mais elle ne se perdra pas. Les pas calmes que nous suivons ce soir continuent de résonner dans ces plaines, et la lumière, posée sur l'eau, garde la mémoire des premiers chemins. Au bord du Rhin et du Danube, Rome installe des camps comme des îles de pierre dans un océan de forêts. Des palissades, des fossés, des tours de guet ponctuent les lisières, formant une longue respiration que l'on appelle le lime. Les légionnaires marchent à pas réguliers, les sandales sur la pierre, et l'on entend, au changement de garde, un tintement qui ressemble à une cloche lointaine. À côté des fortins, des bourgades civiles naissent, avec des ateliers, des bains, des tavernes où l'eau chaude apaise les corps fatigués. Les routes rectilignes relient ces points, et la pluie les lustre jusqu'à briller sous la lumière. Le commerce suit aussitôt. Le vin descend des provinces du sud dans des amphores bien rangées. L'huile, le verre, la céramique fine voyagent sur les rivières qui servent de route facile. En échange, remontent le cuir, l'ambre, le miel, les produits du fer, et parfois des chevaux robustes qui connaissent la boue et le froid. Les foires, modestes mais tenaces, alignent des étals où l'on pèse avec des pierres lisses. Des mots latins se glissent dans la langue du pays, des mesures nouvelles s'essaient à côté des anciennes, et l'on compare les rites comme on compare des tissus. Rien n'efface rien d'un coup, tout s'ajoute par petites couches. La vie autour des camps est simple et réglée. On cultive des jardins adossés aux murs, on fait sécher du linge sur des cordes, on répare des toits de tuiles rouges qui gardent bien la chaleur. Les enfants traversent la place en courant, des marchands marquent les comptes à la craie, des vétérans tiennent une échoppe de cordonnier. Les jours de repos, les bains accueillent un murmure continu, comme une rivière intérieure qui apaise les humeurs. Le soir, la brise passe sur les pavés, porte le parfum du pain et le son bas d'une flûte. Les frontières ne sont pas des murs solides partout, mais des zones de contact. Des traités organisent des passages, des marchés communs, des services rendus contre des garanties. Des chefs locaux reçoivent des présents, des promesses, des titres que l'on épingle avec soin. Parfois, des heures éclatent. Parfois, un hiver trop rude pousse des familles à chercher refuge de l'autre côté. L'autorité romaine préfère souvent contrôler les mouvements plutôt que tout interdire, car la stabilité naît d'équilibres patiemment négociés. Ce temps compte parce qu'il installe des habitudes d'organisation. Les routes, les pesées, les registres, l'idée qu'une règle écrite peut s'appliquer au-delà du village, tout cela s'infiltre dans les gestes ordinaires. Même lorsque l'armée se retire et que les fortins s'éteignent, reste la trame des chemins, la mémoire des marchés, le goût d'un ordre partagé. Comme on garde en soi le rythme d'une cloche entendue chaque soir, les communautés conservent la cadence des échanges et de la justice. Le limen n'est plus, mais la rivière des institutions a trouvé un lit qu'elle suivra longtemps. Quand les grands équilibres se déplacent, des groupes entiers prennent la route, par vagues lentes plus que par raz de marée. Les familles suivent les cours d'eau, cherchent des clairières, s'entendent avec des voisins, parfois s'installent comme alliés d'un pouvoir proche. On bâtit des maisons longues près d'un ruisseau, on élève des palissades de bois, on laboure de petites parcelles à la houe. Les champs alternent avec les pâtures, les porcs fouillent les glands sous les hêtres, les cloches des troupeaux sonnent comme un fil discret dans la lumière. Les rivières servent de repères, de routes, de frontières souples. Des ensembles politiques prennent forme, faits d'alliances et de fidélité. On parle de Francs, d'Alamans, de Bavarois, de Thuringiens, mais ces noms recouvrent des réseaux mobiles, des liens de parenté, des promesses obtenues au grand air. Les assemblées se réunissaient à date fixe, sur une pelouse nivelée, lorsque l'herbe est sèche et que le vent n'emporte pas les paroles. Les hommes libres y débattent, les amendes s'y fixent, les litiges s'y apaisent grâce à des témoins et à la mémoire commune. La loi n'est pas encore un livre posé sur la pierre, mais une voix que l'on reconnaît. Peu à peu, des rois apparaissent, choisis pour leur capacité à protéger, à distribuer, à juger. Leur maison n'est pas une forteresse, mais un centre où se croisent messagers, artisans, moines en voyage. On y stocke du blé, du sel, des outils, et l'on y tient
l'hospitalité comme une règle. Autour d'eux, des élites locales négocient des places, prêtent nos serments, reçoivent en retour une parcelle, un anneau, une promesse de sécurité. C'est un monde de cadeaux et de devoirs, où la loyauté se voit dans des gestes concrets. Escorter, réparer un pont, fournir des hommes pour entretenir une route. La campagne reste le cœur. Les saisons gouvernent la vie, la pluie décide du succès d'une récolte, un gel tardif enseigne l'humilité. On améliore les outils, on sélectionne des semences plus solides, on draine des marécages pour gagner quelques rangs de seigle. Les villages se regroupent autour d'un atelier de forgeron, d'un moulin à eau qui pulse comme une respiration régulière. La nuit, les récits tissent l'identité. D'où venons-nous? Qui protège notre rive? Quelles pierres marquent nos limites? Ces récits donnent de la continuité, même lorsque les frontières bougent. Ce moment a de l'importance parce qu'il équilibre continuité et nouveauté. Les institutions se réinventent sans tout rompre. La justice s'ancre dans les assemblées, la protection dans des serments, l'échange dans les foires au bord de l'eau. Ces royaumes naissants sont moins des blocs que des tissus, faits de nœuds, de fils, de reprises patientes. Quand bientôt, une foi commune s'installera plus largement, elle trouvera déjà là des lieux, des règles, des chemins battus. Comme on pose une lampe là où passent les pas, la société éclaire peu à peu ses habitudes et avance sans brusquerie. La nouvelle foi se propage par étapes calmes, portée par des voyageurs qui suivent les routes de pierre et les berges familières. Ils arrivent par petites équipes, portent des livres, des chants simples et cherchent des lieux stables pour s'enraciner. On choisit souvent une hauteur douce, un coude de rivière, un ancien sanctuaire de bois transformé en église modeste. La cloche, suspendue dans une charpente, règle doucement la journée. Prière, travail, lecture, accueil. La lumière entre par de petites fenêtres, tombe sur la pierre nue et se mêle au parfum du pain. Les monastères deviennent des phares dans le paysage. On y copie des textes, on y apprend à compter les jours, à écrire des inventaires, à garder mémoire des dons et des règles. Les champs autour sont mis en valeur par des drains, des haies, des vergers qui protègent du vent. On multiplie les moulins à eau, dont le bruit régulier accompagne les psaumes comme une rivière mécanique. Le travail des mains n'est pas puni, il est loué comme une prière lente et utile. La christianisation ne chasse pas d'un coup les anciennes pratiques, elle dialogue, reprend des lieux, change des rythmes. Les fêtes se superposent, des sources deviennent bénies, des pierres reçoivent une croix gravée. Les paroisses organisent l'espace, à distance de cloche le dimanche, si bien que chaque hameau sait à quelle porte frapper. Les prêtres, souvent formés dans les monastères, apportent non seulement des rites, mais des techniques, tenir un registre, marier par consentement, régler un héritage, soigner une plaie avec des simples du jardin. Une culture de l'écrit s'insinue dans la vie ordinaire. L'hospitalité est une règle. Le voyageur trouve du pain et un banc, le pauvre reçoit une soupe, le malade une couche près de la chaleur. Des salles pour les hôtes s'ouvrent sur des cours où l'eau s'écoule, claire et froide, depuis une source captée. Les monastères deviennent des relais pour les messagers, des abris pour les saisons dures, des lieux d'étude où la musique règle la mémoire. Les enfants qui y entrent apprennent la discipline du temps, l'alignement des lettres, la force de la patience. Ce mouvement compte parce qu'il façonne des cadres durables. La cloche qui règle l'heure, le registre qui atteste un accord, la charité comme devoir public, tout cela fabrique une société plus lisible. À mesure que des réseaux d'abbayes se répondent, les principautés trouvent des conseillers, les marchés des garants, les villages des repères communs. On avance sans bruit, comme une lumière qui grandit sans aveugler. La foi, ici, agit comme une architecture intérieure. Elle relie les pierres, pacifie les échanges et laisse, sur chaque rive, le sentiment d'un monde un peu plus stable. Dans des palais sobres posés près de rivières, des rois rassemblent scribes, évêques et comtes pour donner de la cohérence à des terres diverses. On tient des assemblées au printemps, quand les chemins sont secs, et l'on y lit des capitulaires, de petites règles écrites qui organisent l'impôt, la justice, la paix des marchés.
Des missi dominici parcourent les routes, passent les ponts de bois, vérifient les comptes, écoutent les plaintes. Leur présence calme les tensions locales, comme une cloche qui rappelle l'heure juste. La terre reste le cœur de la richesse, mais la plume gagne en importance, car elle fixe la parole. Dans ce cadre, l'école du palais et des monastères fait grandir une culture de l'étude. On recopie des manuscrits avec soin, on aligne des lettres claires, on corrige la langue pour mieux se comprendre d'un bout à l'autre du royaume. Les églises portent une architecture simple et solide, des pierres bien taillées, une nef qui laisse passer une lumière douce, des chapiteaux qui racontent des histoires en images pour ceux qui ne lisent pas. Les jours sont réglés par les heures canoniales. La cloche sonne, le moulin tourne, la cuisine fume. La vie ordinaire suit cette cadence, entre travaux des champs, fêtes religieuses et marchés. Quand l'ensemble se fragmente, il ne se dissout pas. Des principautés, des duchés, des comtés prennent de l'épaisseur. Les liens personnels importent, serments, hommages, mariages, dons. Dans les plaines du Nord comme dans les vallées de l'Est, des familles puissantes bâtissent des centres, entretiennent des ponts, fortifient des bourgs. Les monastères restent des appuis. Ils gardent les archives, conseillent, prêtent de l'argent, organisent des granges où l'on stocke le grain contre les hivers incertains. La continuité passe par ces lieux stables. Avec les Ottoniens, un nouveau souffle impérial se dessine. La cour se tient souvent près du Rhin, de l'Elbe, au bord d'une eau qui reflète les façades en bois et pierre. On choisit des évêques pour gouverner des villes. On associe sacré et pouvoir pour stabiliser des régions. Des cathédrales carolingiennes et ottoniennes s'élèvent, moins hautes que celles d'après, mais déjà affirmées, avec un cœur net et des cryptes fraîches. On frappe de la monnaie, on tient des plaids judiciaires, on protège les routes commerciales qui relient mines, ateliers et foires. La vie militaire existe, mais elle n'occupe pas tout l'espace. La plupart des gens labourent, sèment, récoltent. Les villages s'organisent autour d'une église, d'un four banal, d'un pressoir, parfois d'un étang, aux eaux calmes. Les seigneurs réclament des corvées, mais ils doivent aussi réparer les chemins et assurer la paix des ponts. Les coutumiers naissent, ces textes qui disent combien coûte une amende, comment hériter, quand payer. La clarté des règles compte, car elle évite des querelles longues et donne du temps au travail. Ce temps est important, parce qu'il ancre l'idée d'un espace politique commun, même divers. Le mot « empire » ne signifie pas uniformité, mais coordination. Les évêchés, les abbayes, les palais et les marchés tissent un réseau. Les rivières portent des bateaux chargés de sel, de vin, de fer, et l'on sait, de ville en ville, où trouver un juge, un changeur, un hôpital pour les pauvres. Dans cette trame, l'Allemagne médiévale prend forme, patiente et régulière, avec des pierres qui gardent la mémoire des décisions et des cloches qui rythment la paix. Au tournant des XIe et XIIe siècles, les villes grandissent comme des clairières lumineuses dans une mer de champs. Des remparts de pierre ou de bois épais protègent des rues étroites, mais vivantes. Les maisons à pans de bois se serrent les unes contre les autres. Un canal traverse, une place s'ouvre devant l'église, et au centre se dresse parfois l'hôtel de ville. Les métiers s'y rassemblent en guildes, tisserands, boulangers, forgerons, tanneurs. Chaque métier a ses règles, ses apprentis, ses maîtres, ses jours de fête. On contrôle la qualité, on pèse avec des poids vérifiés, on ferme l'atelier quand sonne la cloche du soir. Les foires attirent d'Agde des marchands venus de loin. On voit arriver du sel, du hareng, du vin, des draps fins, des fourrures, des épices rares qui voyagent par étapes. Les changeurs tiennent table sous des auvents, notent les taux sur des ardoises, prêtent avec intérêt pour traverser une mauvaise saison. Des auberges accueillent cette foule, alignent des bancs, servent une soupe chaude, offrent une chambre simple avec une fenêtre sur la cour. La nuit, la rumeur baisse comme la marée, et l'on entend le bruit de l'eau qui coule dans les caniveaux de pierre. La commune urbaine naît de besoins concrets. On veut des rues propres, des ponts solides, une paix garantie pendant les marchés. Alors, on élit des conseillers, on rédige des chartes, on lève de petites taxes, de textes pour entretenir la ville.
Les cloches préviennent des incendies. Les gardes de nuit tournent. Une règle limite la hauteur des tas de bois près des maisons. La justice se tient sous une halle, avec des bancs, des témoins, un greffier qui écrit. Ces institutions, modestes en apparence, donnent de la confiance et attirent de nouveaux habitants. La campagne n'est pas opposée à la ville, elle la nourrit et s'en nourrit. Des abbayes proches vendent du grain, des paysans louent un étal pour écouler du beurre, des œufs, des fromages. Des moulins tournent au fil de l'eau, un battoir foule les draps, un pont à péage finance sa propre réparation. Les jours de foire, la campagne se mélange à la cité dans une rumeur douce, et chacun repart avec de quoi tenir jusqu'à la prochaine lune. Les saisons marquent ce rythme. Les foires d'hiver pour le sel et le poisson, celles d'été pour le vin et les fruits secs. Dans les universités naissantes, on étudie le droit, la médecine, la théologie. Les maîtres commandent des textes, les étudiants prennent des notes à la plume, partagent une chambre froide où une bougie tremble. La logique, le droit romain réappris, offre des outils pour régler les conflits, pour écrire des contrats, pour organiser une succession. Ces savoirs quittent les salles d'études et entrent dans les pratiques par les notaires, les officiers urbains, les abbés gestionnaires. La ville devient un laboratoire d'ordre, d'écriture et d'échange. Ce monde urbain compte parce qu'il crée des habitudes de coopération. La confiance circule avec les marchandises, les règles avec les pièces de monnaie, les idées avec les livres. À force de compter, peser, enregistrer, on fabrique une mémoire commune. Les pierres des halles, les piles des ponts, les pavés des places gardent la trace de ces milliers de pas. Dans cette lumière tranquille, l'espace germanique tisse des villes capables d'agir ensemble, d'acheter, de vendre, de négocier. Cette capacité sera la force de bien des siècles suivants. Le long des côtes venteuses de la mer du Nord et de la Baltique, des villes maritimes se reconnaissent à distance par leurs pignons et leurs quais de briques. Lübeck, Hambourg, Brême, Rostock et d'autres forment, avec le temps, une association souple que l'on nomme la Hanse. Ce n'est pas un empire ni un royaume, mais un réseau d'entraide commerciale. On partage des règles, on défend des privilèges, on négocie des droits de douane réduits, on sécurise des routes maritimes où la brume est fréquente. À marée calme, les coques craquent doucement contre les pieux du port, et la lumière grise souligne les cordages. Les navires de type cogue, au fond large, emportent du sel, du hareng, du bois, des planches, de la cire, des fourrures, des toiles. Ils ramènent du vin, des épices, du drap fin, des produits travaillés venus de Flandre, d'Angleterre, de Scandinavie, parfois plus loin. Les comptoirs hanséatiques jalonnent les rives étrangères, avec un entrepôt, une chapelle, une salle commune pour les marchands. On y parle plusieurs langues, mais les règles du poids, de la mesure et du contrat offrent une base commune. Les livres de comptes, bien tenus, rassurent plus que de longues promesses. Dans les villes hanséatiques, les guildes marchandes tiennent un rôle majeur. Elles fixent la qualité, organisent les convois, prennent des assurances mutuelles contre les pertes. Quand une tempête emporte un chargement, la solidarité étale le choc. On finance des phares simples, on entretient des balises, on améliore les quais. La prospérité se voit dans les façades de briques rouges, les églises hautes qui marquent l'horizon, les greniers où l'on stocke les sacs de sel. Pourtant, on garde des habitudes sobres, des règlements stricts limitant les excès pour protéger la paix des marchés. Les relations avec les pouvoirs voisins demandent de la finesse. La Hanse négocie avec des rois, des ducs, des princes-évêques. Elle envoie des délégations, présente des demandes claires, propose en échange un trafic animé qui enrichit tout le monde. Parfois, le ton monte. Parfois, on suspend les échanges pour rappeler l'importance de conditions stables. Mais, la plupart du temps, la raison l'emporte. Mieux vaut un port sûr, des taxes prévues, une justice rapide. Les rivières intérieures prolongent ces routes, de sorte que les villes sans mer profitent aussi de ce mouvement. La vie quotidienne du marin et du marchand reste simple. On répare les voiles à la lueur, on partage du poisson salé, on note les vents. Les familles attendent un retour au bord d'un quai, regardent l'eau grise changer de teinte avec le ciel. Dans les arrière-boutiques, on vérifie les poids, on compte les sacs, on scelle des tonneaux.
La cloche de l'église sonne, appel au repos, et le port se tait peu à peu, seulement traversé par le bruit doux de l'eau contre la pierre. Ce réseau compte parce qu'il apprend à coopérer à grande distance. La Hanse montre qu'un droit partagé et des pratiques communes peuvent assurer des villes dispersées. Elle diffuse des techniques, des habitudes de gestion, une confiance qui dépasse la vue directe. Même quand son influence déclinera, elle laissera des réflexes solides, l'art de négocier, l'idée qu'une ville peut parler avec d'autres comme une égale, la conviction qu'un quai bien tenu vaut une promesse. Cette mémoire du vent, de l'eau et de la brique continuera longtemps d'habiter les rives du Nord. Dans les campagnes, la terre décide du calendrier. Au printemps, les sillons s'ouvrent sous la charrue, le fer luit au petit matin, et les pas des bœufs marquent une cadence régulière. L'été apporte la coupe des foins, le glissement des faux dans l'herbe, la sueur qui sèche au vent. L'automne rassemble les moissons, remplit les granges, fait tourner les meules. L'hiver resserre les maisons autour du feu, pendant que la pluie sonne sur la pierre. Les cloches appellent aux travaux communs comme elles appellent à la prière, et la lumière suit des chemins connus sur les murs des étables. Les châteaux ponctuent ce paysage. Ils ne sont pas tous vastes, beaucoup sont des ouvrages de pierre simple, perchés sur une butte, avec une basse-cour, un puits, un pont de bois. Autour, le village s'étire. Les maisons à colombages alternent avec des jardins fermés de haies. Le seigneur prélève des redevances, demande des corvées précises, réparer un chemin, curer un fossé, porter des charges jusqu'au marché. En échange, il entretient la paix locale, garantit des ponts, protège les foires, veille aux moulins. La hiérarchie se voit dans les pierres, mais elle se vit surtout dans les usages. Les communautés paysannes ne sont pas passives. Elles se réunissent à la sortie de l'église, discutent des pâtures, des bois communs, des droits d'eau. On fixe le jour où l'on ouvre la forêt au port, on note qui a le tour pour le four banal. On décide où replanter une haie emportée par la crue. Les coutumes varient selon les vallées, mais partout on cherche l'équilibre. Laisser paître sans épuiser, prendre du bois sans raser, partager le passage sur un chemin devenu boueux. Ces décisions, modestes, protègent les saisons à venir. La technique avance par petites touches. La charrue à versoir creuse mieux les sols lourds, le collier d'épaule ménage l'animal, le moulin à eau et selon les régions, le moulin à vent, allège des taches longues. Les toits reçoivent donc des tuiles plus solides, les puits sont chemisés de pierre, les greniers surélevés éloignent l'humidité. On adapte les cultures aux terres, seigle et avoine sur les sols froids, blé dans les plaines plus douces, vigne sur des coteaux à l'abri du vent. Ce n'est pas la recherche de vitesse, mais celle de la fiabilité. La justice de proximité règle la plupart des affaires. Un serment, des témoins, une amende mesurée, parfois un travail d'intérêt commun pour réparer ce qui a été abîmé. Les pèlerinages rapprochent en les hameaux. On marche ensemble vers une église plus grande, on échange des nouvelles, on compare les prix des semences et du sel. Les foires périodiques, posées près d'un gué, d'un carrefour, d'un monastère, forment des haltes régulières. On y vend du lin, des outils, des fromages, on y entend des nouvelles venues de loin, portées par des marchands aux manteaux usés par la pluie. Cette vie compte parce qu'elle donne une base solide au siècle suivant. Les institutions locales, la capacité à décider ensemble, la prudence dans l'usage des biens communs, tout cela crée une culture de responsabilité. Les châteaux et les corvées existent, mais ils s'inscrivent dans une négociation constante entre besoins et ressources. Comme une rivière qui trouve son cours entre des pierres, la société villageoise se fraye un passage entre contraintes et libertés. Ce rythme régulier, fait de pas, d'eau et de pierre, imprime au territoire une patience qui restera longtemps. Dans les villes en essor, les chantiers de cathédrales dressent des forêts d'échafaudage. La pierre monte par paliers, récupère la lumière, la diffuse par des vitraux où l'eau et le feu semblent figés. Les tailleurs de pierre marquent leurs signes discrets, les charpentiers sentent dans le bois la direction des fibres,
Les maîtres d'œuvre suivent des cordes tendues comme des rives droites. Rien ne se fait dans la hâte. Chaque voûte demande du calcul, des essais, des maquettes en plâtre. Le chantier est une école. On y apprend à mesurer, à transmettre, à corriger sans blâme. Autour de ces monuments, la musique donne un autre souffle. Les chœurs répètent, ajustent les voix à la résonance des nefs, notent les mélodies sur des portées que l'on stabilise peu à peu. Les livres circulent entre scriptoria et ateliers de relure. Des scolastiques commentent des textes anciens, cherchent une logique qui met d'accord la foi et la raison. Dans les universités, maîtres et étudiants partagent des salles simples, où une seule fenêtre suffit pour lire l'après-midi. On discute le droit, on questionne la médecine, on classe les plantes du jardin, des simples pour mieux soigner. Les confréries soutiennent les plus fragiles. Elles sont faites d'artisans, de marchands, de voisins qui versent une cotisation modeste et s'obligent à l'entraide. Soigner, enterrer, nourrir en cas de coup dur. Des hôpitaux accueillant les voyageurs, les pauvres, les malades, dans de longues salles claires où l'air circule. Les règlements de ces lieux rappellent des valeurs, sobriété, propreté, bonne tenue des comptes. La cloche rythme aussi cet univers. Lever, repas, visite, repos. L'ordre matériel soutient l'apaisement des corps. Les bibliothèques grandissent, parfois dans des tours fraîches où la pierre garde la température. Les catalogues s'allongent, un bibliothécaire note les prêts, vérifie l'état des volumes. L'écrit prend sa place dans la vie des villes. Contrats, statuts, comptes, correspondances. Les notaires deviennent des passeurs de confiance. Leur écriture régulière rassure autant que le sceau, pendu au bas du parchemin. Les idées voyagent, franchissent l'école et les rivières, portent avec elles des techniques, méthodes de comptabilité, règles de chantier, astuces d'irrigation. Ce mouvement des savoirs n'est pas réservé à une élite distante. Les métiers apprennent par compagnonnage, les gestes se transmettent au coin de l'établi, au bord d'un bassin, sur la passerelle d'un pont. Le progrès tient souvent à une correction discrète, faire sécher mieux la chaux, choisir un bois moins noueux, régler la largeur d'un canal. Ces petits ajustements, cumulés, font des villes plus sûres, des campagnes mieux drainées, des ponts qui tiennent à la crue. La connaissance prend ainsi la forme d'une pratique. Cela compte parce que ces siècles ancrent une confiance dans l'étude et l'organisation. Une cathédrale n'est pas seulement une prière de pierre, c'est une école d'attention. Une université n'est pas seulement un lieu de discours, c'est un atelier de méthode. En apprenant à écrire clairement, à compter avec exactitude, à vérifier une mesure, la société se dote d'outils pour traverser les changements. Comme la lumière qui passe à travers un vitrail, les idées, filtrées et adoucies, éclairent sans brûler et accompagnent la marche commune. Dans une ville de Saxe, un moine professeur réfléchit à la manière de rapprocher la foi de la vie ordinaire. Il observe des pratiques qui lui semblent s'être éloignées de l'esprit initial, et il propose d'en discuter. Les presses d'imprimeurs, récentes mais déjà efficaces, multiplient ces textes en feuillets légers. Ils passent de main en main, longent les rivières, franchissent les forêts, entrent dans les ateliers et les cuisines. Une langue claire, proche du parler des marchés, aide chacun à comprendre sans intermédiaire trop lointain. Cette simplicité attire parce qu'elle ressemble à la lumière du matin sur la pierre, nette, sans dureté. Peu à peu, des villes et des princes accueillent ces idées. Ils y voient une façon d'organiser autrement la vie religieuse, de donner plus de place à la parole et au chant en langue du pays, d'encadrer les institutions avec des règles plus lisibles. Les communautés se dotent de nouveaux catéchismes, de liturgies sobres, de psautiers que l'on chante à plusieurs voix. On ouvre des écoles pour que lire devienne accessible. On tient des consistoires pour accompagner les familles, régler des conflits, soutenir les plus vulnérables. La réforme du culte entraîne une réforme des habitudes. La recomposition n'est pas uniforme. Des régions restent attachées aux formes anciennes. D'autres adoptent les nouvelles. Entre elles, on cherche des compromis, on signe des accords de coexistence pour que les foires puissent continuer, que les ponts restent sûrs, que les moissons se fassent sans crainte. Les marchés rappellent à tous que la stabilité profite à chacun. Les prédications invitent à l'honnêteté des comptes,
à la tenue régulière des registres, à la responsabilité personnelle. L'éthique du travail, de l'épargne, de la transparence s'enracine dans cette culture. L'imprimerie change l'échelle des échanges d'idées. Des ateliers installent des presses près de l'eau pour le transport du papier. Le bruit régulier des machines accompagne le séchage des feuilles. On corrige, on réédite, on diffuse des bibles, des sermons, des cantiques, mais aussi des almanachs, des traités de médecine domestique, des manuels d'agriculture. Le livre devient un compagnon de la maison autant qu'un objet d'étude. Cette diffusion élargit la conversation commune, fait entrer la lecture dans la vie ordinaire. Les autorités politiques observent, s'ajustent, codifient. On met en place des visites régulières des paroisses, on définit les responsabilités des pasteurs, on clarifie le rôle des villes et des princes dans le soutien matériel des communautés. L'objectif est simple, que chacun sache à quelle porte frapper pour une aide, une médiation, un papier nécessaire. On renforce les écoles, on encourage la musique, on traduit davantage de textes. La société gagne en lisibilité et en accès. Ce moment compte parce qu'il ancre une habitude de débat écrit, de responsabilité personnelle et de discipline communautaire. La réforme ne se résume pas à des idées. Elle s'inscrit dans des bancs, des livres, des chorales, des bureaux où l'on classe les actes. Elle renforce des réflexes, tenir ses promesses, rendre des comptes, apprendre à lire pour juger par soi-même, rechercher une paix ordonnée. Comme une rivière qui reçoit un affluent, la société intègre ce flux et s'élargit, sans perdre le calme de son cours principal. Dans la lumière douce qui tombe sur les pages, une culture se précise, tournée vers l'étude, le chant et l'attention au prochain. À mesure que les idées religieuses se stabilisent, la carte des croyances devient plus précise, comme une rivière qui dessine ses bras. Dans une ville, les cloches appellent à un culte réformé. Dans la voisine, la messe continue selon l'usage ancien. Ailleurs, un prince maintient un équilibre attentif. Pour que la vie quotidienne reste possible, des accords locaux fixent des règles simples. Qui entretient quelle église, quand partager un cimetière, comment garantir la paix des foires. Les autorités veillent surtout à ce que les ponts restent ouverts, que le sel circule, que la justice ne s'enlise pas. Peu à peu, des textes précisent les droits. Dans des actes clairs, on inscrit la liberté de culte pour certains lieux, les horaires, les processions autorisées, les protections offertes aux minorités. Les villes confient à des magistrats la mission de surveiller la tranquillité publique, de prévenir les provocations, de rappeler la mesure dans les paroles. Dans les écoles, on insiste sur la lecture, l'écriture, la tenue des comptes, qui servent à tous, quelle que soit la confession. L'imprimerie publie des catéchismes, mais aussi des règlements urbains, des manuels d'hygiène, des conseils pour éviter les incendies. Dans les maisons, les gestes se ressemblent, malgré les différences de culte. On prépare la soupe, on chauffe l'eau, on répare une porte, on range des papiers dans une boîte en bois. Les foires reviennent à date fixe et l'on y vend ce dont chacun a besoin. Tissus, outils, grains, livres. Les artisans, qu'ils priment d'une façon ou d'une autre, doivent respecter les mêmes étalons. Dans les ateliers, la règle est la qualité, et la parole donnée vaut plus qu'un débat théologique. Les autorités supérieures cherchent des cadres généraux pour éviter que les désaccords ne se transforment en crise. Des diètes rassemblent princes, évêques, délégués des villes, et la plume s'emploie à trouver des formulations qui laissent de l'espace à chacun. On parle de paix, de garanties réciproques, d'instances d'appel en cas de conflit. Les rivières et les routes restent le souci principal. Sans elles, les marchés souffrent et les villages se vident. On préfère la régularité à la victoire d'une seule partie. Cette coexistence n'efface pas les tensions, mais elle enseigne des habitudes utiles. On apprend à séparer ce qui doit l'être, l'opinion privée et l'ordre public, la conviction et le contrat, la prière et la pesée des sacs. Les notaires trouvent qu'on a des mots pour que des familles de confessions différentes puissent partager un héritage, vendre une maison, créer une société. Les chorales continuent, les orgues sonnent, les bibliothèques s'ouvrent et la lumière sur la pierre reste la même pour tous. Ce patient travail de compromis compte parce qu'il fabrique, pierre après pierre,
une culture de la règle, de l'écoute et du quotidien pacifié. Quand l'équilibre se brise, la tempête dure longtemps. Des armées passent, des sièges s'éternisent, des campagnes se vident par moments. Pourtant, même dans ces années lourdes, la vie cherche des lignes calmes. Les communautés protègent les puits, cachent les semences, entretiennent un four commun, négocient des contributions pour éviter le pire. Les cloches sonnent parfois pour prévenir, parfois pour rassurer, et la pluie sur la pierre devient un rythme qui tient lieu de repère. Les villes fortifiées ferment leurs portes au soir et ajustent leurs gardes. On stocke du grain dans des greniers scellés, on répartit l'eau, on tient des registres des naissances et des décès pour garder une mémoire juste. Les hôpitaux accueillent sans question. Les confréries veillent aux funérailles simples, sans colère ni récits sombres. Des marchés réduits se tiennent quand c'est possible, avec du sel, des herbes, quelques outils réparés. Les routes, dangereuses, restent néanmoins des fils ténus qui relient des familles, des artisans, des nouvelles. Dans les campagnes, on sème dès que le ciel le permet. On répare des ponts brûlés avec des planches réemployées. On remonte des moulins que le vent a couchés. La solidarité prend des formes concrètes. Partager la meule, prêter une bête de trait, troquer une hache contre du seigle. Les prêtres, les pasteurs, les anciens, selon les lieux, apportent des mots d'apaisement, des conseils de prudence. On évite les grands rassemblements, on choisit des sentiers discrets, on écoute les rumeurs avec distance. Les négociations s'ouvrent par étapes, elles exigent de la patience. Des envoyés se retrouvent dans des villes neutres, comparant des cartes, discutent des frontières, des droits des minorités de culte, des indemnités. Les juristes, formés dans les universités, cherchent des formulations qui puissent tenir dans le temps. L'objectif est une paix assez solide pour que les saisons reprennent leur cadence, sans peur. Les traités qui en sortent redessinent des territoires, mais surtout, ils rappellent que l'ordre se construit mieux par la plume que par la lance. Ce temps difficile compte parce qu'il marque profondément la mémoire collective. On retient la fragilité de la subsistance, l'importance des réserves, la valeur d'une route sûre. Les paroisses renforcent leurs registres, les villes leurs règlements contre les incendies, les campagnes leurs pratiques d'entraide. La musique reprend doucement, les cloches retrouvent à leur usage de fête, et l'on rouvre les écoles. Dans la lumière neuve qui revient sur les pavés lavés par la pluie, on comprend que la paix n'est pas seulement l'absence de combat, mais la présence d'institutions qui tiennent, de liens qui se renouent, de gestes qui se répètent avec confiance. Après les tempêtes, la reconstruction s'installe avec une douceur déterminée. Les charpentiers redressent des toits, les tailleurs de pierre réparent des encadrements, les fontainiers remettent en route des bassins où l'eau claire chante à nouveau. Dans les villes, on reconstruit parfois plus large. Une place régulière, un alignement d'arbres, des façades de stuc qui jouent avec la lumière. Les églises s'ornent de décors baroques, pleins de courbes et d'éclats mesurés. Elles accueillent une musique ample où l'orgue et les voix se répondent. Le dimanche, la cloche sonne non pour prévenir, mais pour rassembler. Les principautés se réorganisent. Chacune soigne ses finances, encourage des manufactures de textiles, de porcelaine, de petits outillages, aménage des routes carrossables qui résistent mieux à la pluie. On plante des allées d'arbres pour guider les voyageurs, on fortifie des cols, on met des péages clairs et affichés. Les cours princières, parfois modestes, attirent des architectes, des musiciens, des bibliothécaires. On fonde des académies où l'on discute d'astronomie, d'hydraulique, d'agronomie. La science n'est pas un feu d'artifice. C'est une lampe posée près d'un bureau qui éclaire des plans de ponts, des cartes de canaux, des journaux météorologiques. Dans les campagnes, on introduit des rotations plus fines, des plantes fourragères, des vergers mieux taillés. Des granges à charpente haute permettent de sécher les récoltes, des fossés rectilignes drainent les terres lourdes. Les moulins tournent au fil des rivières, réguliers comme un souffle. Les villages, enrichis par de petites manufactures à domicile, tissent des toiles que des colporteurs emportent vers les foires. Les revenus restent modestes, mais plus stables, et l'on constitue des caisses d'entraide pour les mauvaises années. La vie culturelle se densifie, on imprime des partitions, on édite des recueils de sermons, des traités d'architecture, des almanachs qui mêlent le conseil agricole et observation du ciel.
Les bibliothèques princières s'ouvrent parfois à des lecteurs extérieurs, sous la responsabilité d'un gardien attentif. La musique accompagne les fêtes civiques autant que les offices, et l'éducation progresse. Des écoles de village apprennent à lire, écrire, compter, pour mieux tenir les comptes et comprendre les avis officiels. La civilité s'écrit dans des règlements, mais aussi dans des habitudes. Dire bonjour, faire la queue, éteindre les feux à une heure fixée. Les relations entre principautés exigent de l'adresse. On signe des alliances, on coordonne des péages, on échange des ingénieurs pour tracer une route commune. Les rivières sont canalisées, les ports intérieurs aménagés avec des bollards de pierre et des quais solides. Les marchés se spécialisent, ici la toile, là le sel, ailleurs les instruments scientifiques. Cette diversité forme un ensemble mobile où l'on s'observe, s'inspire, se corrige. Les frontières deviennent moins des barrières que des lignes de comparaison. Ce temps de reconstruction compte parce qu'il redonne confiance au quotidien. On retrouve la valeur de la prévisibilité, de la règle écrite, du contrat respecté. Les pierres portent des façades joyeuses, mais l'essentiel est derrière. Des registres en ordre, des poids justes, des ponts entretenus. Dans la lumière douce qui se pose sur un bassin rétabli, l'eau coule de nouveau, régulière, et chacun sent que la société a appris de ses épreuves. Les principautés, avec leur style varié, tissent une toile solide qui préparera les transformations des siècles suivants. Dans les salons et les cabinets de travail, une nouvelle curiosité se répand comme une lumière douce au petit matin. On rassemble des instruments simples, un baromètre, un thermomètre, une pompe à air, des lentilles. On observe, on note, on compare. Les académies publient des comptes rendus, les journaux savants voyagent par la poste le long des rivières. Dans les villes, des sociétés de lecture s'ouvrent, où l'on loue pour peu d'argent des livres pratiques, agriculture, médecine domestique, architecture. L'idée n'est pas de tout bouleverser, mais de comprendre mieux pour améliorer le quotidien. La musique devient une langue commune. Dans des églises et des salles de concert modestes, on écoute des œuvres où la clarté prime. Les chœurs répètent le soir quand la chaleur retombe et que la pierre rend un peu de fraîcheur. Les partitions se gravent avec soin, passent d'une ville à l'autre, et les maîtres de chapelle échangent des conseils par lettres. Des cours princières soutiennent des orchestres, des organistes voyagent pour inaugurer un instrument neuf, et les habitants, même humbles, connaissent un air entendu au marché, lors d'une fête civique. La musique accompagne les gestes, marcher d'un pas régulier, ranger des outils, clore une journée. La pensée politique et sociale, elle aussi, se fait plus précise. On débat d'instruction pour tous, de tolérance, d'impôts plus lisibles, de peines mieux mesurées. Les juristes proposent d'établir des codes clairs, accessibles, avec moins d'exceptions et de privilèges qui troublent la justice ordinaire. Les écoles se structurent, définissent des programmes, forment des maîtres qui apprennent à faire lire sans humilier, à compter sans presser. Dans les campagnes, des vulgarisateurs expliquent comment drainer un champ, greffer un arbre, protéger un toit contre le vent. La lumière des idées se juge aux améliorations simples qu'elle apporte. Les arts visuels respirent sur la même clarté. Des façades sobres, des places régulières, des parcs où des allées droites mènent à un bassin. L'eau qui tombe d'une vasque dans une autre rend un son constant, familier, qui apaise. Dans les ateliers, on peint des scènes calmes, des intérieurs, des paysages traversés par une rivière. Les gravures diffusent moins que ces images à bas prix, et chacun peut accrocher chez soi une vue de sa ville, un pont, une église, un marché. Cette diffusion du beau quotidien nourrit la fierté locale et la mesure. Les savants observent aussi le ciel. On dresse des tables d'éphémérides, on mesure la latitude depuis un clocher, on publie des almanachs qui mêlent phases de la lune et conseils de jardin. Au bord des fleuves, on examine le cours de l'eau, on pense à corriger des crues, à renforcer des digues, à dessiner des ports intérieurs qui faciliteront le commerce. L'ingénierie reste discrète, mais elle avance, corde après corde, pierre après pierre. Et quand un pont tient mieux à la crue, tout le monde comprend le sens de ses calculs. Ce moment compte parce qu'il relie savoir et douceur de vivre. Les lumières
ici ne cherchent pas l'éclat, mais la justesse. Elles invitent à expliquer clairement, à écrire sans détour, à préférer l'argument à la colère. Elles donnent des mots pour parler d'institutions, de droits, de devoirs, et elles offrent des outils pour mesurer, vérifier, corriger. Dans la cadence des cloches et le murmure de l'eau, la société s'équipe d'une raison quotidienne, patiente, qui prépare sans bruit les tournants à venir. À la faveur de grands bouleversements européens, l'ordre des principautés change de forme. Des territoires s'agrègent, des cartes se simplifient, des administrations se modernisent. On supprime des barrières intérieures qui freinaient les échanges. On rédige des codes qui unifient la justice, on réforme les impôts pour qu'ils soient de plus réguliers. Dans les villes, on réorganise les tribunaux, on numérote les maisons, on trace des cadastres où chaque parcelle trouve sa place. Cette clarté favorise le commerce. Un contrat devient plus lisible, un recours mieux identifié, un transport moins incertain. Dans les campagnes, les changements se sentent aussi. Des servitudes anciennes se réduisent, des droits de passage se clarifient, des marchés s'ouvrent à de nouveaux produits. Les routes carrossables se multiplient, droites quand le terrain le permet, drainées pour résister à la pluie. Les relais de poste s'échelonnent avec méthode, si bien qu'une nouvelle circule plus vite et qu'un artisan peut commander des pièces lointaines avec plus de sécurité. Le bruit régulier des roues sur la pierre devient un signe de temps nouveau. Les villes adoptent des administrations modernes. Un maire, un conseil, des registres tenus avec soin, des budgets votés, des travaux planifiés, fontaines, égouts, éclairage public. Les écoles primaires gagnent du terrain. Apprendre à lire et à écrire n'est plus un privilège rare, mais un objectif clair. Les journaux se développent, mêlant annonces, informations commerciales, débats d'idées. Dans un café calme au bord d'une place, on lit à voix basse un article sur la liberté de la presse, on commente un discours sur l'unité douanière. La politique devient une conversation plus régulière. Peu à peu, un sentiment national se renforce. Il ne se nourrit pas seulement de drapeaux ou de discours, mais de pratiques communes. Même poids et mesure, même manière d'écrire un contrat, même plaisir à reconnaître un air joué par une harmonie municipale. Les voyages facilitent les comparaisons. D'une région à l'autre, on découvre des accents différents mais des préoccupations proches. La langue écrite se standardise, aidée par l'école et l'imprimerie. Des poètes et des professeurs rassemblent des contes, des chants, des légendes, et ces recueils donnent à chacun l'impression d'habiter une même maison, aux pièces variées. Les réformes rencontrent parfois des résistances, car toute nouveauté bouscule des habitudes. On négocie, on retouche un règlement, on étale dans le temps une mesure trop sèche. Ce pragmatisme évite des cassures inutiles. L'important, pour beaucoup, est de garantir la paix des marchés, la sûreté des routes, la clarté de la justice. Quand ces conditions sont tenues, la société respire mieux, et l'on consacre l'énergie à produire, à étudier, à bâtir. Ce temps compte parce qu'il équipe l'espace germanique d'outils d'un État moderne tout en gardant le fil des communautés locales. C'est une couture fine. Le code écrit rencontre la coutume. L'impôt général rencontre la solidarité de paroisse. La grande route rencontre le petit pont de pierre. Dans la lumière qui glisse sur les façades alignées et les rives dégagées, on sent que la maison commune prend forme. Elle n'est pas encore achevée, mais elle est déjà habitable. La vapeur change le son des villes. Au bord des canaux et des rivières, des usines s'installent avec de hautes fenêtres et des cheminées qui soufflent des nuages réguliers. Des machines tournent à cadence constante, entraînées par l'eau ou par la vapeur. Des ateliers de textile, de métal, d'outillage mettent en série des gestes jusque-là dispersés. On règle l'heure plus finement, car un train ou une machine n'attend pas. Les horloges publiques deviennent des repères communs. La cloche s'accorde au sifflet. Le rail relie des villes jusqu'alors séparées par de longues journées de marche. Les gares, grandes salles de pierre et de verre, abritent le mouvement. On y vend des billets, on y lit des horaires clairs, on regarde, un peu ému, la locomotive s'éloigner dans un souffle. Les marchandises suivent, charbon, acier, machines, céréales. Le prix du transport baisse, les marchés s'élargissent, les métiers se spécialisent.
Un fabricant de vis dans une vallée peut maintenant vendre sur une rive lointaine. La vie quotidienne s'adapte. Des quartiers ouvriers naissent près des usines, avec des maisons alignées, des pompes à eau, des cours communes. Les épiceries proposent des produits venus de plus loin, et les journaux populaires résument les nouvelles en mots simples. Les dimanches, des promenades mènent vers des parcs nouveaux, où l'on plante des arbres pour purifier l'air, où des kiosques à musique jouent des airs connus. Les villes installent un éclairage plus fiable, pavant des rues boueuses, tracent des égouts. Ce sont des améliorations très concrètes, qui rendent la marche plus sûre et l'eau plus propre. Les transformations économiques s'accompagnent de questions sociales. On discute la durée du travail, la sécurité dans les ateliers, l'âge d'entrée des enfants à l'école. Des sociétés de secours mutuels se créent. Des caisses de solidarité aident après un accident. Des associations ouvrières lisent des brochures sur le droit, sur le salaire, sur l'épargne. La politique s'ouvre à des demandes nouvelles, plus de représentation, plus de liberté de réunion et de presse, une justice plus proche. Les cafés deviennent des lieux d'échange calmes, où l'on pèse les mots autant que le sucre. L'année 1848 concentre ces attentes. Dans plusieurs villes, on formule des requêtes claires, une constitution, des droits garantis, une union douanière élargie, une presse moins entravée. Des assemblées se réunissent, débattent, écrivent. Les compromis sont difficiles. Les rythmes du pays diffèrent, les priorités aussi. Pourtant, même quand les projets se heurtent, ils laissent des traces utiles, des idées de représentation, des pratiques de délibération, des textes qui serviront plus tard. L'apprentissage de la politique moderne avance, parfois à pas lents, mais il avance. Ce moment compte parce qu'il mêle deux forces, la technique qui relie et la citoyenneté qui s'écrit. Les rails, les ponts métalliques, les gares de pierre donnent un squelette aux échanges. Les journaux, les associations, les réunions publiques donnent une voix aux habitants. Ensemble, ils forment une trame robuste. Dans le souffle régulier d'une locomotive et le murmure d'un canal, on entend l'entrée dans un monde plus vaste, où l'attention aux règles et aux voisins reste la meilleure boussole. Au milieu du XIXe siècle, l'union douanière déjà en place facilite les échanges entre de nombreuses principautés. Les barrières intérieures baissent, les tarifs se simplifient et les trains empruntent des ponts de fer qui raccourcissent les distances. Dans les gares, on voit des ballots marqués d'un même système de poids et mesure. Dans les bureaux, des formulaires uniformes rendent les démarches plus claires. La vie quotidienne y gagne. Un commerçant sait à quoi s'attendre d'une rive à l'autre, un artisan suit les mêmes règles pour vendre une machine. Cette cohérence, discrète mais tenace, prépare les esprits à une maison commune. Des chancelleries travaillent à tisser un cadre politique plus solide. On privilégie la prudence, les alliances mesurées, les équilibres calculés. Un chancelier, au tempérament méthodique, privilégie les décisions qui renforcent la stabilité. Réformes administratives, coordination des chemins de fer, accords entre États qui partagent des intérêts concrets. Les mots sont pesés, les engagements écrits, et l'on préfère la prévisibilité à l'éclat. La presse suit ces mouvements, traduit pour le public les termes des traités, explique ce que cela change pour le grain, le charbon, le courrier. Dans les villes, l'unité politique se voit à travers de petites choses, une poste commune, des timbres qui circulent partout, un réseau télégraphique qui relie les mairies. La monnaie gagne en fiabilité, les banques coopèrent et des compagnies d'assurance étendent leurs services. Les administrations locales apprennent à travailler avec un niveau fédéral. Recensement harmonisé, codes alignés, statistiques partagées. Les écoles adoptent des programmes proches. La langue écrite se stabilise encore, des cartes scolaires montrent un même ensemble, couleur par couleur. Les périodes de tension existent, mais la majorité des habitants s'attache surtout au concret. Prix du pain, salaire, sécurité des trajets, heures d'ouverture des marchés. Des associations discutent d'hygiène, d'instruction, de logement. On rénove des égouts, on plante des arbres le long des avenues, on aménage des parcs pour l'air et la promenade. Les municipalités rivalisent pour une efficacité tranquille. Une fontaine claire ici, une passerelle de fer là, un éclairage régulier ailleurs.
l'unité prend la forme d'une amélioration sensible des parcours ordinaires. Le nouvel ensemble politique adopte une constitution, une représentation, un partage des compétences. Les Länder conservent leurs habitudes, leurs administrations, leurs fêtes, tandis que le niveau commun gère l'armée, la diplomatie, les grandes infrastructures. Cette couture respecte les tissus locaux tout en renforçant les coutures générales. Les journaux publient les débats parlementaires, des caricatures souriantes expliquent des projets parfois arides, et chacun peut suivre le fil des décisions. Le pouvoir se présente comme une mécanique huilée qui doit inspirer confiance. Ce moment compte parce qu'il montre comment un État peut naître de pratiques partagées avant de naître de symboles. Les rails, les ponts, les bureaux, les lois écrites au propre forment un socle. Les habitants, sans changer du jour au lendemain, se reconnaissent peu à peu dans une même maison aux pièces alignées. Comme une rivière qui reçoit plusieurs affluents, l'ensemble gagne en largeur sans perdre sa direction. La cloche des mairies, les rives ordonnées, la pierre des gares racontent cette unité patiente. Une fois l'unité faite, la modernisation gagne encore en vitesse réglée. Les villes s'étendent, tracent des boulevards, relient des quartiers par des tramways. Les usines s'organisent avec une discipline visible. Horaires clairs, consignes affichées, ateliers spécialisés. La science et l'ingénierie occupent une place majeure. Des laboratoires proches des universités coopèrent avec des ateliers pour transformer une idée en outil. L'éclairage électrique entre dans les rues, puis dans les maisons, et la nuit devient moins épaisse. Des réformes sociales s'installent, pensées pour amortir les risques du quotidien. Des assurances contre les accidents du travail apparaissent, des caisses de maladie et de retraite se mettent en place. Les caisses locales, les syndicats, les associations patronales apprennent à dialoguer. Cela ne supprime pas les tensions, mais cela crée des procédures, formulaires, commissions, délais. Un ouvrier blessé connaît une marche à suivre. Une veuve sait à quel guichet se présenter. Cette sécurité administrative, modeste mais réelle, modifie la vie. La culture urbaine se densifie. Des journaux du matin et du soir accompagnent le café. Des théâtres et des salles de concert proposent une programmation régulière. Les bibliothèques municipales agrandissent leurs rayons, prêtent des romans, des manuels, des guides techniques. Des parcs accueillent des promeneurs le dimanche, des kiosques jouent des marches et des valses, des ponts métalliques offrent des vues sur la lumière de l'eau. Les écoles techniques forment des dessinateurs, des chimistes, des mécaniciens. Les universités publient des articles qui circulent dans toute l'Europe. Dans les campagnes, l'innovation continue. Engrais mieux dosés, machines simples pour semer droit, coopératives pour vendre le lait et acheter à meilleur prix. Les gares de petites lignes permettent d'expédier des fruits, des légumes, du bois avec moins de pertes. Des laiteries modernes, carrelées et propres, deviennent des points de fierté locale. Les marchés hebdomadaires restent des rendez-vous pour comparer les prix, échanger des nouvelles, écouter la fanfare municipale. Les relations extérieures, elles, demandent prudence et mesure. L'économie s'ouvre, des contrats se signent, des expositions industrielles présentent le savoir-faire. Dans les journaux, on lit des articles sur la navigation au long cours, sur des comptoirs lointains, sur des débats diplomatiques. Les familles, cependant, gardent l'œil sur le proche. Études des enfants, santé des anciens, loyers, petites épargnes. L'Empire se veut efficace et prévisible, une maison où les couloirs sont nets, les bureaux rangés, les lignes télégraphiques bien tendues. Ce temps compte parce qu'il associe modernité matérielle et souci d'organisation. Les habitants apprennent à vivre avec des horaires précis, des formulaires, des billets numérotés. Ils gagnent aussi une offre culturelle large qui fait des villes des lieux de savoir et de loisirs. Sous les cloches et les horloges, sous les verrières des gares et dans le murmure des tramways, on entend une confiance nouvelle. Elle repose sur des pierres solides, des rives protégées, des institutions qui s'améliorent par ajustements successifs. Quand vient la guerre, elle emporte des générations dans un effort long et lourd. Les trains partent pleins sous les verrières, tandis que sur les quais des familles agitent la main, en silence. Dans les villes, les affiches organisent la vie.
horaires réduits, collecte des métaux, consignes pour économiser le charbon. Les usines réorientent leurs ateliers, les administrations mettent en place des cartes pour la nourriture et l'on fait la queue dans un froid humide. La cloche des églises sonne pour les nouvelles et chacun apprend à lire les lettres officielles avec un souffle retenu. Le front, lointain, pèse sur l'arrière par son manque de nouvelles et par les listes publiées très simplement. Les journaux évitent les détails, mais les familles comprennent les absences prolongées. Dans les quartiers, des réseaux d'entraide s'organisent, voisins qui gardent des enfants, associations qui distribuent une soupe, ateliers qui réparent des chaussures usées. Les femmes entrent en nombre dans les usines, les tramways, les bureaux. Elles tiennent les comptes, apprennent des gestes techniques, gèrent des files d'attente avec patience. Les écoles adaptent leurs horaires, les maîtres notent l'attention flottante des plus jeunes. La campagne, elle aussi, change de rythme. Des champs manquent de bras. On réutilise des outils anciens. On partage des animaux de trait. Les conseils municipaux négocient des quotas, organisent des convois discrets, surveillent les ponts. Les récoltes sont comptées au plus juste, les réserves surveillées avec soin, et l'on répare sans cesse une roue, un toit, un barrage de planches. Le bruit de l'eau dans les canaux apaise un peu la fatigue des journées. Des voix s'élèvent pour demander des solutions. On discute de paix dans des réunions prudentes, on envoie des messages par des canaux officiels, on cherche des médiations. Les églises, les associations, des professeurs appellent à garder la mesure dans les mots, à respecter les familles éprouvées, à penser à la reprise qui viendra. Les hôpitaux militaires, sobres et ordonnés, soignent sans raconter, et l'on remercie celles et ceux qui y veillent, souvent au-delà de leurs forces. À mesure que les années passent, l'usure se lit sur les visages. Les prix montent, les stocks baissent, les trajets se rallongent. Des conseils d'ouvriers et de soldats apparaissent dans certaines villes, demandant plus de représentation, plus d'écoute. Les autorités, conscientes de la fatigue, organisent dans des transitions. Cessez-le-feu, retour gradué des unités, réouverture progressive des services. Les gares voient revenir des trains plus silencieux et des familles se retrouvent sans éclat, avec des gestes simples. Poser une main, préparer une soupe chaude, ouvrir une fenêtre sur la lumière. Ce temps compte parce qu'il rappelle la fragilité des équilibres et la force des institutions civiles. Les carnets de rationnement, les registres, les guichets, tout ce système parfois lourd a aussi permis de tenir. L'après, qui s'annonce, demandera des réformes, du soin, de la justice sociale, des formes nouvelles de représentation. Mais, dans le tintement discret d'une cloche du soir et le reflet d'une lune sur une rivière, beaucoup cherchent surtout à reprendre souffle, à remettre en ordre une maison commune qui a beaucoup résisté. Quand la guerre s'achève, un nouveau régime s'installe avec le souhait clair de donner la parole aux citoyens. Une assemblée se réunit, écrit une constitution moderne, prévoit des droits, une représentation, des élections régulières. Les villes rouvrent leurs théâtres, les journaux retrouvent des colonnes moins contraintes, les universités accueillent des promotions entières d'étudiants qui veulent comprendre le monde et réparer ce qui peut l'être. Dans les administrations, on réorganise des services, on met à jour des fichiers, on cherche une clarté simple. Qui décide, qui contrôle, qui rend des comptes. La vie quotidienne garde des difficultés, mais l'idée d'un cadre juste rassure. Les arbres qui avancent d'un pas vif. Des ateliers de design imaginent des objets pour la vie courante. Lampes droites, chaises solides et légères, pièces modulaires. L'architecture joue avec la lumière, l'air, des façades sobres, des toits plats qui retiennent la chaleur. La musique explore de nouvelles harmonies, le cinéma raconte la ville moderne, la vitesse, la foule, mais aussi la solitude des couloirs. Des cafés deviennent des lieux de lecture, de débats, de concerts improvisés. Avec peu de moyens, on invente une esthétique claire, utile, accessible. L'économie, pourtant, reste fragile. Des dettes lourdes, des réparations, des variations monétaires secouent les comptes. Par moments, les prix s'envolent, puis retombent, et chaque famille s'adapte comme elle peut. Épargner quand c'est possible, troquer, allonger la durée de vie d'un manteau, réparer un jouet.
Les municipalités tentent des réponses pratiques, logement à loyer maîtrisé, transport public régulier, parcs pour offrir de l'air et des bancs. On organise des soupes de populaires, des caisses d'entraide, des cantines scolaires. La solidarité locale compense les secousses. La politique se vit au grand jour. Des partis débattent, publient des programmes, promettent de protéger les plus fragiles, de stabiliser les comptes, de moderniser l'industrie. La presse commente, parfois avec excès, et certaines rumeurs courent plus vite que les démentis. Dans cette agitation, beaucoup de citoyens souhaitent surtout la tranquillité des marchés, la clarté des salaires, la sécurité des rues. Les forces démocratiques cherchent des compromis, forment des coalitions, apprennent à gouverner ensemble malgré leurs différences. C'est un travail patient, parfois ingrat mais essentiel. Des tensions s'accumulent cependant. Chômage par vagues, violence de groupes extrémistes, défiance envers des institutions jugées trop faibles. La police et la justice tentent de tenir une ligne ferme, mais la fatigue des années pèse. Dans les écoles, on continue d'enseigner. Dans les théâtres, on continue de jouer. Dans les ateliers, on continue d'inventer. Cette persévérance compte. Elle laisse des œuvres, des méthodes, des plans qui survivront à la crise. Même lorsque les nuages s'assombrissent, une partie de la société garde le goût de l'ordre civil et de la discussion. Cette période importe parce qu'elle a cherché, malgré des vents contraires, à fonder une maison commune, ouverte et moderne. Elle a laissé des institutions, des quartiers lumineux, des objets utiles, des films et des musiques qui disent la dignité des vies ordinaires. Ces fragilités rappellent que la démocratie demande des bases solides. Travail, justice sociale, information fiable, confiance entre voisins. Dans la lumière froide d'un matin sur une place, on sent encore la trace de cet effort pour concilier liberté et clarté. Dans un contexte de crise et d'inquiétude, un mouvement autoritaire prend le pouvoir et démantèle vite la démocratie. Les contre-pouvoirs sont affaiblis, les opposants surveillés, arrêtés, envoyés dans des camps. La propagande occupe l'espace public, aligne des slogans simples, réclame obéissance. Des lois excluent des citoyens selon leur origine ou leur conviction, les privent de métiers, de droits, de protection. Des commerces sont brisés, des synagogues incendiées, des familles obligées de partir ou de vivre sous menace constante. La dictature s'appuie sur une police politique, sur des services de renseignement, sur un appareil administratif qui enregistre, classe, exécute des ordres. Des responsables organisent une violence d'État planifiée contre des groupes entiers, notamment les Juifs d'Allemagne et d'Europe, mais aussi des personnes handicapées, des opposants, des minorités. La guerre lancée par ce régime étend ses crimes à une échelle immense. Ghettos, déportations, fusillades de masse, camps d'extermination. Ce sont des faits établis par des archives, des témoignages, des procès. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce système a pris des vies à une échelle industrielle et a détruit des communautés entières. Dans les villes et les villages, la vie ordinaire se referme. Les journaux indépendants disparaissent, la peur s'installe dans les couloirs et beaucoup baissent la voix. Certains s'accommodent, d'autres se taisent, quelques-uns résistent en aidant, en cachant, en transmettant des messages, en imprimant des tracts. Des églises, des professeurs, des étudiants, des artisans prennent des risques pour sauver des voisins, dénoncer des crimes, tenir des gestes de dignité. Ces actes ne compensent pas l'ampleur des persécutions, mais ils montrent qu'une conscience subsiste, fragile, dans un temps étouffant. Au fur et à mesure que la guerre s'étend, la faim, le froid, les alertes et les destructions atteignent aussi les foyers. Des quartiers brûlent, des monuments s'effondrent, des familles se dispersent. Les autorités du régime pressent les dernières forces, mobilisent des adolescents et des anciens. Le mensonge officiel continue jusqu'au dernier jour, alors même que des preuves accablantes s'accumulent. Les habitants, pris dans l'engrenage, cherchent juste à protéger les leurs, à trouver de l'eau, du pain, un abri. Ce chapitre doit être dit avec sobriété et clarté. Il rappelle jusqu'où peut aller un État quand les règles sont abolies, quand la haine est organisée, quand l'indifférence gagne. Il exige mémoire,
respect pour les victimes et responsabilité. Après 1945, des tribunaux jugeront des responsables, des lois reconnaîtront les crimes, des lieux de souvenirs seront érigés. L'enseignement, la recherche historique, les témoignages survivants auront pour tâche d'empêcher l'oubli. Nommer, documenter, transmettre, ces verbes deviennent des institutions à part entière. Cette période compte comme un avertissement durable. Elle montre que la dignité humaine doit rester la base de toute politique, que les droits ne se divisent pas sans tout fragiliser, que la citoyenneté demande courage et vigilance. Dans le silence d'une pierre où un nom est gravé, dans la lumière d'une petite plaque posée au bord d'un trottoir, nous lisons des vies arrêtées et nous promettons de les garder dans la mémoire commune. Lorsque le bruit cesse, les villes et les routes montrent l'étendue des ruines. Des quartiers entiers sont réduits à des murs ouverts au vent, des ponts pendent au-dessus de rivières calmes, des gares n'ont plus de verrières. Pourtant, dans cette poussière, une énergie tranquille apparaît. Des femmes, des hommes, des adolescents déblaient pierre après pierre, trient les briques récupérables, remontent des murs simples pour fermer une pièce, protéger un poêle. On cherche de l'eau claire, on répare un puits, on organise des cuisines collectives. La priorité est la vie. Tout de suite, un abri, du pain, de la chaleur. Les autorités alliées installent des administrations provisoires, remettent en marche la police ordinaire, rouvrent des écoles quand c'est possible. Des enquêtes commencent pour identifier les responsables de crimes graves, des procès publics établissent les faits, montrent des documents, entendent des témoins. La justice s'exprime avec un langage sobre, appuyé sur des preuves, des archives, des dates. Parallèlement, on entreprend une mise à l'écart de ceux qui ont servi la dictature de manière centrale, tout en gardant l'objectif de faire fonctionner la société. Transport, hôpitaux, distribution de nourriture. Des millions de personnes déplacées cherchent un chemin de retour ou un nouveau départ. Des listes s'affichent dans des mairies provisoires, des bureaux d'information comparant des noms, des messages circulent de par la radio. Des familles se retrouvent, d'autres restent sans nouvelles. On organise des camps d'accueil, on délivre des papiers, on installe des services de santé de base. Les trains reprennent lentement, très chargés, et chaque voyage reste une épreuve administrative et émotionnelle. L'eau sur la pierre des quais brille d'une lumière froide, mais le mouvement revient. Dans les maisons où l'on peut s'installer, la vie se recompose. On partage une pièce avec des inconnus, on fabrique des meubles avec des planches récupérées, on répare des fenêtres avec du carton huilé. Les villes rouvrent des marchés réduits, des ateliers improvisent pour des outils, des couturières de retouchent des vêtements pour une nouvelle saison. L'école reprend, même dans des salles à moitié détruites, parce que lire et compter redonne de la force. La musique revient aussi, dans des églises intactes ou dans des salles provisoires, elle sert de respiration commune. La mémoire s'organise, des plaques sont posées, des fosses sont identifiées, des lieux de recueillement s'ouvrent pour nommer les victimes. Des associations d'anciens déportés, de résistants, de survivants rassemblent des témoignages, publient des livres simples, déposent des geeks des archives. Les églises, les universités, des comités de citoyens créent des lieux où réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui ne doit pas se reproduire. La mémoire n'est pas un luxe, elle est un cadre pour reconstruire une société plus juste. Ce moment compte parce qu'il installe les bases morales et administratives du temps d'après. La justice, même lente, donne un sens. Le droit, même exigeant, protège. La mémoire, même douloureuse, oriente. Dans le bruit régulier de l'eau qui coule dans une fontaine remise en route, dans la cloche qui sonne à nouveau pour annoncer l'heure, on sent renaître un ordre simple. Bientôt viendront des institutions plus stables, des élections, des projets de reconstruction à grande échelle. Mais déjà, au cœur des ruines, la société se remet debout, avec des gestes précis, des registres clairs et la volonté de tenir ensemble. Après 1945, 2 États prennent forme sur un même territoire, avec des routes, des rives et des souvenirs qui se répondent sans se rejoindre. À l'ouest, une république fédérale se construit pièce par pièce. Länder, parlements, tribunaux, partis qui apprennent à gouverner ensemble.
À l'Est, un État socialiste centralisé organise l'économie, planifie la production, surveille la vie publique. Dans les deux, on veut du travail, un toit chaud, des écoles fiables, un médecin, pas trop loin. Le matin, les cloches cacossonnent dans certaines villes. Ailleurs, une sirène d'usine règle la cadence. À l'ouest, la reconstruction économique s'accélère. Des usines propres, des bureaux clairs, des ateliers bien rangés se multiplient. Le salaire régulier permet d'acheter un réfrigérateur, une radio, puis une petite voiture. Des autoroutes se prolongent, des ponts neufs passent au-dessus de rivières aux berges consolidées. Les supermarchés apparaissent avec des allées droites et des paniers à roulettes. Les marchés de plein air restent vivants pour les produits frais. Des syndicats négocient des conventions, des conseils d'entreprise discutent d'horaires, de sécurité, de primes. On économise pour les vacances, on envoie des cartes postales où l'on voit la mer ou les Alpes sous une lumière claire. À l'Est, l'État gère la plupart des usines et des fermes collectives. Les plans fixent les quantités, les ateliers fabriquent des machines, des produits chimiques, des biens de consommation. Les quartiers d'habitation sortent de terre en blocs de béton, avec chauffage central, écoles proches, jardins d'enfants. On célèbre les travailleurs modèles, on organise des défilés, on explique dans les journaux le sens des objectifs fixés. Le système garantit un emploi, un loyer bas, des soins. Il exige aussi une loyauté publique et surveille les critiques. Les gens s'arrangent avec prudence, entraide entre voisins, échange de services, petit bricolage du soir. Les deux sociétés se regardent, de loin, par la télévision, par des récits de famille, par des colis envoyés au fil des années. À l'Ouest, on parle de liberté, de consommation, d'alliance avec les démocraties. À l'Est, on parle d'égalité, de stabilité, d'amitié avec d'autres États socialistes. Et pourtant, des points communs persistent, le souci des enfants, le plaisir d'un parc le dimanche, la fierté pour une équipe locale, l'odeur du pain au matin, la musique qui remplit une salle au cœur de l'hiver. Les rivières, elles, continuent de couler d'un pays à l'autre, indifférentes aux affiches. Dans les deux Allemagnes, la culture garde de la force. Des orchestres, des théâtres, des bibliothèques prennent la côte des œuvres anciennes et nouvelles. Les universités forment des ingénieurs, des médecins, des professeurs. On lit des auteurs qui questionnent l'époque, on écoute des voix qui demandent une mémoire claire et une société plus juste. Des églises, des associations, des groupes de voisins tiennent des activités simples, chorales, clubs de lecture, aide aux personnes âgées. Ce tissu quotidien maintient une dignité calme. Ce temps compte parce qu'il montre deux voies qui, malgré leurs différences, cherchent chacune une forme de sécurité et d'ordre. Les habitants s'organisent pour que la vie tienne, avec des règles, des horaires, des espaces publics entretenus. Les pierres des trottoirs, les rails, les ponts, les rives consolidées racontent des efforts immenses. Et sous ces efforts, une question revient, discrète. Comment réunir un jour des gens séparés sans casser ce qu'ils ont patiemment bâti de part et d'autre? Au fil des années 1960, la société change de visage. La jeunesse devient plus nombreuse dans les villes, les universités se remplissent, les usines recrutent pour cause des travailleurs venus d'autres pays européens et méditerranéens. Les rues entendent de nouvelles musiques, les cafés se prolongent tard, les journaux ouvrent des pages culture. On discute de rapports entre générations, de droits des femmes, de liberté d'expression, d'autorité à l'école. Dans des amphithéâtres pleins, des professeurs et des étudiants débattent calmement, puis plus vivement, puis reviennent à des formes plus posées. Le pays apprend à absorber la critique sans perdre l'ordre commun. La consommation se transforme. On achète une machine à laver, un téléviseur, puis l'on compare des modèles. Les cuisines s'ouvrent sur le séjour, les balcons se fleurissent, les immeubles reçoivent des ascenseurs. Les villes réaménagent leurs centres, zones piétonnes, parkings souterrains, tramways remis à neuf. On développe le recyclage, on réfléchit à la qualité de l'air et de l'eau, on protège des rives pour la promenade. Les vacances en famille deviennent un rituel. Lacs, forêts, mer du Nord, sentiers des Alpes. Le loisir prend sa place sans effacer la valeur du travail bien fait. À l'Est,
Les années 1970 voient danser des ajustements. Des accords avec l'Ouest facilitent les visites familiales et l'envoi de colis. La vie quotidienne garde sa régularité. Crèche, école, club sportif, fêtes de quartier. On répare beaucoup, on partage des outils, on se prête de la peinture, on inscrit son nom pour une voiture qui sera livrée des années plus tard. Des artistes trouvent des langues discrètes pour dire le réel. Des pasteurs et des laïcs ouvrent des espaces de discussion protégés par une porte et une cloche d'église. Des voix demandent plus d'ouverture, avec un ton calme mais persistant. Dans les deux États, la mémoire du passé s'affirme. Des procès tardifs rappellent la responsabilité de crimes d'avant 1945. Des musées, des plaques, des livres de classe insistent sur la dignité des victimes et la clarté des faits. À l'Ouest, la télévision diffuse des documentaires qui touchent des millions de foyers. À l'Est, malgré la censure, des familles se transmettent des récits, des fragments d'archives, des prières lors d'un service discret. La mémoire devient une pratique régulière, comme entretenir un jardin au bord d'une rivière. Les années 1980 apportent aussi des soucis. Chômage dans certaines régions industrielles, endettement, inquiétude face aux armes, fatigue devant des discours qui ne bougent pas. Dans ce contexte, des mouvements pour la paix, pour l'environnement, pour les droits civiques se regroupent. Ils organisent des marches calmes, des veillées à la bougie, des forums dans des salles paroissiales ou des maisons de la culture. Ces gestes, modestes mais tenaces, apprennent à beaucoup à parler sans crier, à écouter, à chercher des mots justes. Ce temps compte parce qu'il prépare par mille fils une bascule politique. Les habitudes de débat, l'attention au droit, les échanges de famille à famille, la conscience écologique, la pédagogie de la mémoire, tout cela forme une culture de responsabilité. Comme une eau qui gagne centimètre par centimètre sur une rive, l'idée qu'un changement pacifique est possible s'installe, sans éclat, mais avec une logique que chacun comprend au fond de lui. Un soir d'automne, des foules se rassemblent avec des bougies, des pancartes simples, des chants appris dans des églises. Elles demandent le droit de parler, de voyager, d'élire librement. Les semaines passent et les cortèges s'allongent, sans violence, avec des slogans sobres. Nous sommes le peuple, puis nous sommes un peuple. Des responsables locaux hésitent, ouvrent un passage ici, ferment là, puis un malentendu administratif et la pression pacifique déplacent soudain une barrière qui semblait impossible à franchir. Les gens traversent, s'embrassent, rient, pleurent, regardent la ville de l'autre côté, comme si elle avait toujours été la suite naturelle de leur rue. Les jours suivants sont pleins de visites, de découvertes, de questions pratiques. Comment convertir un salaire, comment reconnaître un diplôme, comment réparer vite une route, un réseau d'eau, un hôpital. Des bureaux s'ouvrent, des formulaires s'échangent, des cartes d'identité se comparent, des caisses d'épargne se connectent, on ferme des contrôles, on ouvre des liaisons, on efface des panneaux, on repeint des kiosques. Les trains se remplissent d'allers-retours. Dans ce grand mouvement, on sent à la fois l'euphorie et la prudence. Il faut faire tenir ensemble des vies différentes. La réunification politique suit, à un rythme soutenu. Des lois fixent la conversion de la monnaie, le partage des compétences, l'intégration des administrations. Des entreprises d'État sont évaluées, reprises, fermées ou modernisées. Cela crée des espoirs et aussi des inquiétudes profondes. Des régions entières doivent inventer une nouvelle économie. On rénove des réseaux d'eau, de gaz, d'électricité. On restaure des centres historiques laissés longtemps en attente. On dépollue des sites industriels. Les chantiers s'ouvrent presque partout et le bruit des marteaux rejoint celui des cloches. La société civile joue un rôle fort. Des associations aident à retrouver des dossiers, à faire valoir des droits, à se former à de nouveaux métiers. Des écoles jumellent des classes, des universités mutualisent des cours, des hôpitaux partagent des pratiques, des artistes, des écrivains, des cinéastes racontent la transition avec des mots doux, parfois mélancoliques, souvent justes. On installe des lieux de mémoire pour rappeler la surveillance d'hier. On lit des archives, on écoute des témoins. On cherche une unité qui n'efface pas les différences vécues.
Ce moment compte parce qu'il prouve la force d'un changement pacifique, soutenu par des institutions et des voisins patients. Il rappelle aussi que la liberté demande des bases matérielles, emploi, logement, services publics fiables. Les années qui suivent voient des disparités, des frustrations, puis des progrès tangibles, routes, gares, écoles, parcs, rives restaurées. Dans le reflet de la lumière sur un fleuve, on devine une maison commune plus large, encore en travaux, mais déjà habitée. Aujourd'hui, la vie quotidienne s'appuie sur des règles claires et des services visibles. Les villes misent sur les transports publics, les pistes cyclables, les quartiers mixtes où l'on trouve écoles, boulangeries, parcs et arrêts de tram à quelques pas. Les rivières sont protégées, berges plantées, bassins de rétention, ponts avec trottoirs larges. Les habitants trient les déchets, économisent l'énergie, suivant des applications qui indiquent l'horaire d'un bus ou la fréquence d'un train. Dans les écoles, on enseigne les langues, les sciences, l'histoire, avec une attention spéciale à la dignité et au droit. L'économie reste industrielle et inventive. Machines, chimie, automobile, énergie nouvelle, logiciels. Des PME familiales, discrètes mais solides, exportent des pièces très précises. Des grandes entreprises financent la recherche avec des universités. Les syndicats et le patronat négocient encore, par branche, pour maintenir un équilibre entre compétitivité et protection. Les régions gardent leurs spécialités. Vignes ici, tourisme de montagne là, ports plus au nord, forêts à l'est. Des marchés hebdomadaires animant les places. La fanfare municipale joue, l'été, sous un kiosque. Et un soir par semaine, la bibliothèque reste ouverte tard. La société est diverse. Des familles venues de nombreux pays ont trouvé leur place, ouvert des restaurants, des ateliers, des cabinets médicaux. Les grandes fêtes nationales se célèbrent sobrement, avec des concerts, des discours mesurés, des lampions au bord de l'eau. Les églises, les mosquées, les synagogues, les associations laïques coexistent, parfois coopèrent pour une collecte de vêtements ou une soupe populaire. La discussion publique peut être vive, mais les institutions veillent, presse libre, tribunaux indépendants, parlement attentif, cours constitutionnels respectés. La confiance vient de la lisibilité des règles. La mémoire occupe un espace clair, au centre des villes comme dans les écoles. Des pierres discrètes, posées dans le trottoir, rappellent misaine des vies arrêtées par la dictature d'hier. Des musées, des centres de documentation, des cérémonies simples rassemblent des générations pour dire « plus jamais ». On visite d'anciens lieux de surveillance pour comprendre. On lit des lettres, on écoute des voix. Cette mémoire ne vise pas la tristesse, mais la responsabilité. Elle sert de digue, comme une berge bien entretenue protège une ville contre une crue. Les défis du présent existent. Énergie, climat, vieillissement, migration, transformation du travail. On y répond par des plans concrets. Isoler des bâtiments, développer des trains rapides, soutenir la formation continue, encourager la recherche sur des technologies à faible impact. Les communes jouent un rôle clé. Elles rénovent des écoles, plantent des arbres, installent des fontaines où l'eau claire coule à nouveau. Le pays avance par ajustement, comme il l'a souvent fait. Corriger, expliquer, associer. Ce long chemin compte parce qu'il montre une continuité de gestes utiles. Depuis les premières clairières jusqu'au quartier d'aujourd'hui, l'histoire a mêlé l'eau, la pierre, la lumière, les pas mesurés des habitants. Elle a connu des élans, des pertes, des reconstructions, des voix basses qui ont tenu bon. Et maintenant, quand la nuit tombe lentement sur une place, qu'une cloche sonne l'heure et que la rivière renvoie un dernier reflet, nous sentons que cette maison commune tient debout grâce à des mains patientes et à des règles simples, faites pour que chacun puisse, un soir venu, fermer les yeux en paix.